Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Yom Tov et j'aimerais commencer par quelques petites précisions concernant les règles dont on avait parlé la dernière fois. Donc on avait parlé de la façon dont on pouvait cuisiner sur une gazinière, sur une plaque électrique, sur une plata de Shabbat et on avait dit qu'on pouvait allumer la gazinière pendant Yom Tov à l'aide d'un feu déjà existant, donc à l'aide d'une allumette qu'on allumerait dans une veilleuse puis ensuite allumée bien sûr avant Yom Tov. La veilleuse est allumée, préparée avant Yom Tov. Et de cette veilleuse, grâce à une allumette, on allume la gazinière. On a vu qu'on pouvait éteindre aussi la gazinière à l'aide d'un gramma en faisant déborder une casserole d'eau ou à l'aide d'une minuterie à gaz. Donc la question dont on n'avait pas parlé la dernière fois, c'est si on pouvait mettre une minuterie sur la plata ou sur la plaque électrique, eh bien ça ne pose pas de problème pendant Yom Tov. Ainsi, pendant Shabbat, c'est peut-être quelque chose à éviter parce qu'on peut en arriver à ce qu'on appelle gram bichoul, à faire cuire quelque chose sans faire exprès. Je dépose un aliment liquide, froid, sur une plata alors qu'elle est éteinte, j'ai l'impression que je fais rien du tout et après la plata s'allume, bah pendant Shabbat c'est absolument interdit puisque je cause une cuisson. Par contre, pendant Yom Tov, cuire, c'est parfaitement permis. Ça fait partie de Hacheria. C'est les Chol Nefesh, c'est ce qu'on appelle Melech et Ochel Nefesh, un travail pour pouvoir manger. Donc, comme cuire, c'est parfaitement permis, eh bien, j'ai le droit aussi de, sans aucun problème, sans restriction, de placer une minuterie avant Yom Tov, bien sûr, pour que la plata s'allume au moment prévu, au moment désiré, pour que je puisse cuisiner les plats que je voudrais servir pendant Yom Tov. Donc ça, c'est une première précision sur les plaques électriques et sur la plata. Autre précision concernant l'allumage des nérotes de Yom Tov. Alors, on avait parlé de l'ordre de la bracha. Est-ce qu'on doit dire la bracha avant l'allumage? On avait dit que sans minhag spécifique, eh bien normalement pendant Yom Tov, c'est évident d'après tout le monde qu'on dit la bracha avant d'allumer les nérotes de Yom Tov. Il y a une précision toutefois à faire sur la façon de préparer les nérodes de Yom Tov, de préparer les bougies de Yom Tov. Alors, si on utilise des bougies de cire, donc ce à quoi il faudrait faire attention le deuxième jour en particulier de Yom Tov, c'est de ne pas faire fondre ces bougies, le bas de ces bougies, pour pouvoir les fixer au bougeoir. Alors le premier Yom Tov, le premier soir de Yom Tov, c'est pas un problème parce que on va préparer nos bougies avant Yom Tov, donc avant l'entrée de la fête, et donc on pourrait le faire, on pourrait préparer ces bougies et les fixer au bougeoir en faisant fondre la cire sans que ça pose de problème. En revanche, et ça c'est une précision qu'il faut faire surtout en Chutz La'aretz où on respecte 2 jours de Yom Tov, eh bien on est déjà dans la fête, on est en train de préparer les bougies pour le deuxième jour de Yom Tov. Dans ce cas-là, ce qu'on n'a pas le droit de faire justement, donc c'est de faire fondre la cire pour fixer les bougies. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour les bougies du deuxième jour de Yom Tov? Eh bien soit prévoir des bougies qui se fixent sur les bougeoirs sans avoir besoin de cette manipulation, soit prévoir par exemple des chauffe-plats ou des godets qu'on allumerait avec de l'huile et avec des flotteurs. Donc dans ces cas-là, on n'aurait pas à faire fondre les bougies. Alors quel est le problème de faire fondre la bougie pour la coller sur les bougeoirs? Eh bien quand on fait ça, on est en train d'étaler la cire qu'on a ramollie. Or, alors ramollir la cire, c'est pas un problème parce que cuire, c'est permis pendant Yom Tov. Le problème, c'est quand on l'étale en enfonçant la bougie dans le bougeoir. Et effectivement, le fait d'étaler un corps épais pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, c'est transgresser une mélacha, un travail qui s'appelle mémaréach étalé. Donc étaler un corps épais, c'est une mélacha, c'est interdit, et donc on ne devrait pas préparer les bougies de cette façon. Autre précision concernant la préparation des bougies, c'est si on utilise des flotteurs. Donc si on utilise des bougies de cire, ne pas faire fondre le bas, et si on utilise des flotteurs, il faut s'efforcer, c'est peut-être pas obligatoire, mais il faudrait s'efforcer de préparer les flotteurs avant Yom Tov. Alors encore une fois, c'est une précision qu'on fait surtout en Chutz La'aretz, parce que en Eretz Israël, il y a un seul jour de Yom Tov, mais en Chutz La'aretz, on respecte 2 jours de Yom Tov, et donc il faudrait placer la mèche dans les flotteurs avant l'entrée du Yom Tov, parce que si on ne
place pas la mèche dans le flotteur avant l'entrée de Yom Tov, ce qu'on va le faire, c'est que pendant Yom Tov, ça ressemble à fabriquer un objet. On fabrique le fameux flotteur en mettant la mèche dans le flotteur. Donc il faudrait placer les, les mèches dans les flotteurs avant l'entrée de Yom Tov. Si on ne l'a pas fait, bon, on a sur quoi s'appuyer pour le faire pendant Yom Tov, mais normalement il faudrait prévoir de le faire avant Yom Tov. Des règles qu'on avait vues ensemble, en tout cas, on comprend aisément qu'on ne peut pas allumer la lumière électrique pendant Yom Tov. Alors pendant Shabbat, on avait déjà dit qu'on ne le faisait pas, c'est évident, mais pendant Yom Tov, on aurait pu penser que c'est permis, puisqu'on a le droit d'allumer à partir d'un feu existant. Alors, est-ce que allumer la lumière ou allumer ma plata, pendant Yom Tov, brancher ma plata, est-ce que c'est allumé à partir d'un feu est déjà existant? Eh bien, la majorité des décisionnaires contemporains considèrent que non, ça s'appelle allumer à partir d'un feu qui n'est pas existant, c'est allumer un nouveau feu. Quand on allume un nouvel appareil électrique pendant Yom Tov, c'est allumer un nouveau feu, et donc c'est interdit. Ce qui est permis, en revanche, d'après tout le monde, pendant Yom Tov, c'est de demander à un non-juif d'allumer l'appareil électrique. Donc je peux parfaitement aller voir un voisin pour lui demander d'allumer un ventilateur pendant Yom Tov, ça pose aucun problème. Si j'ai oublié de brancher ma plata, j'ai le droit d'aller voir un voisin non-juif pour lui demander de brancher la plata pendant Yom Tov. Bon, parce que j'ai pas le droit, c'est de la brancher moi-même. Donc voilà pour les petites précisions concernant la dernière vidéo. Il y a une autre mélacha, un autre travail qui n'est pas appréhendé de la même manière pendant Shabbat et pendant Yom Tov, c'est la mélacha de trier, le fait de trier pendant Shabbat. Donc ça fait partie des 39 travaux. Le travail en question consistait à retirer les pierres et les grains étrangers du blé une fois qu'on l'avait vanné. Donc ça veut dire qu'on a vanné le grain, on a séparé le grain du son, mais il y a toujours des éléments lourds qui sont des déchets qui sont mélangés dans le blé. Donc on va retirer les cailloux, les mauvais grains qui sont de façon à purifier le mélange. Eh bien, retirer le mauvais du bon, retirer les déchets des aliments pendant Shabbat, c'est une mélacha de la Torah. Donc c'est absolument interdit. Et le cas concret qu'on pourrait rencontrer dans une cuisine, c'est par exemple une corbeille de fruits. J'ai une corbeille de fruits dans mon réfrigérateur ou dans ma cuisine, et parmi ces fruits, je vois certains fruits qui sont abîmés. Une pomme abîmée, une orange abîmée qui commence à fatiguer, on n'a pas eu le temps de la manger, et donc elle est ramollie, elle commence à moisir, et j'ai peur qu'elle fasse moisir le reste de la corbeille. Eh bien je n'ai pas le droit pendant Shabbat, c'est absolument interdit pendant Shabbat de retirer le fruit pourri pour le jeter. Pourquoi? Parce que c'est trier, c'est ça trier, c'est retirer le déchet de l'aliment. Et cela, c'est valable même si je veux présenter ma corbeille à des invités pendant Shabbat. Alors vous allez me dire, mais attendez, je ne vais pas présenter une corbeille avec des fruits abîmés à des invités, ça ne se fait pas. On est parfaitement d'accord, ça ne se fait pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter des fruits aux invités, pour apporter ces fruits à table? Bien entendu, je ne vais pas apporter les fruits pourris avec les bons fruits pendant Shabbat, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les bons fruits pour les apporter. À ce moment-là, c'est pas du tri, c'est juste prendre ce dont j'ai besoin. Trier, c'est retirer le mauvais. Par contre, prendre ce qui est bon pour le servir maintenant, c'est prendre ce dont j'ai besoin pour m'en servir. Il n'y a pas de tri qui est fait, même si finalement je prends tout ce qui est bon. Je me suis servi, et c'est tout. Je n'ai fait que me servir. C'est ce qu'on appelle derech achila. C'est une façon de manger tout à fait normale. Donc ça, c'est pendant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est ce à quoi on doit faire attention. Par contre, pendant Yom Tov, on n'est plus permissif. C'est-à-dire que pendant Yom Tov, ce sera permis de retirer les mauvais fruits du mélange. Donc si j'ai ma fameuse corbeille dans mon réfrigérateur qui m'attend et que je sais qu'il y a des fruits abîmés, même si avant Yom Tov, j'avais le temps, je ne l'ai pas fait alors que j'avais le temps de le faire, et que je dois recevoir ou je veux présenter cette corbeille à table, eh bien j'ai le droit pendant Yom Tov, uniquement pendant Yom Tov et pas pendant Shabbat, de retirer les mauvais fruits pour servir la corbeille.
Et on pourrait multiplier les exemples, hein. Vous avez par exemple une salade avec des morceaux d'avocat que vous avez servi le soir de Yom Tov, vous l'avez rangé au réfrigérateur, vous voulez resservir ce ravier le lendemain, et certains morceaux d'avocat ont bruni et sont pas présentables. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de retirer ces morceaux d'avocat qui ont bruni, mais pendant Yom Tov, on a le droit de le faire. Alors, il y a quand même quelques petites conditions à respecter. C'est que pour retirer les aliments, pour retirer les déchets, il ne faudrait les retirer qu'à la main. Il faudrait les retirer de préférence dans le laps de temps qui précède la préparation du repas, c'est-à-dire environ une demi-heure avant le repas. Et encore une fois, c'est permis de le faire même si on pouvait le faire avant Yom Tov. Donc maintenant le Biur Halacha il dit que si tu pouvais le faire avant Yom Tov, il faudrait éviter de le faire, même si finalement lui-même admet qu'on a sur quoi s'appuyer si on le fait pendant Yom Tov, même si on pouvait le faire avant. Et autre chose, et dernière précision, on a le droit de retirer le déchet pendant Yom Tov que lorsque la quantité de déchets est inférieure à la quantité d'aliments. Si par exemple j'ai une dizaine de poires ou une dizaine de pommes, et sur cette dizaine de pommes, il y en a 6 qui sont abîmées, alors là, même Yom Tov, je n'aurai pas le droit de retirer les pommes abîmées. Je prendrai les bonnes pommes et je laisserai les pommes abîmées. C'est seulement si la quantité de pommes abîmées est inférieure à la quantité de pommes en bon état que j'ai le droit de retirer les pommes abîmées. Bon, j'ai dit des pommes, c'est juste à titre d'exemple, ça pourrait être n'importe quel autre aliment. Si maintenant, au moment où on l'a fait, au moment où on a commencé ce tri, on voulait manger et que finalement personne ne s'est servi de ces fruits, donc on peut se dire on a trié pour rien, finalement la corbeille on la consomme après Yom Tov, est-ce que j'aurais peut-être transgressé un interdit puisque j'ai trié pendant Yom Tov, j'ai retiré des déchets pendant Yom Tov alors que c'était pas pour manger pendant Yom Tov. Étant donné qu'au moment où je l'ai fait c'était pour manger pendant Yom Tov, on va selon la pensée que j'ai au moment où je trie, et au moment où je trie je le fais pour manger pendant Yom Tov, donc c'est permis. Il y a d'autres petites différences entre Yom Tov et Shabbat concernant des interdits d'Erabanan, des interdits qui ne sont pas des interdits de la Torah, ça ne concerne pas des travaux, des melachot. C'est par exemple concernant les règles de Mouktsé. Alors les règles de Mouktsé, on va faire une présentation très rapide, très brève, parce qu'on est quand même dans les règles de Yom Tov, et il ne faudrait pas s'étendre. Les règles de Mouktsé sont des règles très vastes, mais grosso modo, ça consiste à ne pas déplacer certains objets ou certains éléments qui n'ont aucune utilité. Alors pendant Shabbat, il y a les objets qui n'ont aucune utilité, c'est interdit de les déplacer, par exemple des pierres, des épluchures qui sont immangeables, que même des animaux ne mangeraient pas, par exemple des écorces de pistache. On ne peut pas prendre des écorces de pistache à la main pendant Shabbat pour les déplacer. Et c'est des outils d'une certaine valeur qu'on n'utilisera pas pour autre chose. Un shochet, par exemple, il a un couteau avec lequel il fait sa shrita, c'est son outil de travail, il ne va pas l'utiliser pour autre chose. Un photographe avec son appareil qui a une certaine valeur, il ne va pas l'utiliser pour autre chose. Ces objets-là qui ont une certaine valeur, ou des objets qui n'ont aucune utilité pendant Shabbat, des pierres, des écorces encore une fois, eh bien ça, on n'a pas le droit de les déplacer pendant Shabbat. Pourquoi on n'aurait pas le droit de les déplacer? Eh bien si ce sont des outils, c'est peut-être de peur de les utiliser, ça c'est ce qu'expliquent les décisionnaires dans les règles de Shabbat. Si ce sont des pierres, des objets qui n'ont aucune utilité, c'est parce que si on s'amuse à les transporter, alors on pourrait même les transporter dans le domaine public, etc. Donc ce sont des restrictions pour le respect du Shabbat qu'ont instauré les Chachamim. Eh bien, paradoxalement, pour Yom Tov, on va se montrer plus strict que pour Shabbat. Alors que normalement, pour Yom Tov, on permet plus de choses, eh bien pour le Mouktsé, les Chachamim se sont montrés plus stricts et ont interdit de déplacer même des écorces qui seraient mangeables par des animaux. Alors, je vous donne un exemple. Mettons que des épluchures, des écorces d'orange soient mangeables par des animaux. Bon, eh bien, pendant Shabbat, on aurait le droit de les déplacer. Bon, des épluchures de concombre ou des épluchures de pommes ou de poires, des choses comme ça que vous pouvez donner à manger à des animaux. Eh bien, si Shabbat, on a le droit de les déplacer à la main directement sans que ça pose de problème, eh bien, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit.
parce que pendant Yom Tov, un être humain ne mange pas ça. Enfin, un être humain ne mange pas ça, et donc il va pas vouloir les déplacer. En effet, c'est ça, Moukhtse. Moukhtse, ça veut dire que c'est mis de côté. Donc on est plus strict pour les règles de Moukhtse pour Yom Tov que pour Shabbat. Alors, comment on va débarrasser? On va utiliser les mêmes systèmes que pour Shabbat. Ça veut dire pour Shabbat aussi, vous avez le problème qui se présente avec des épluchures avec des écorces qui sont immangeables, des épluchures de pistache par exemple. Eh bien, ce qu'il faut, c'est mettre ces épluchures dans une assiette où il y a aussi à manger. Et donc l'assiette contient à la fois des éléments permis et des éléments qui sont interdits. Eh bien, étant donné que ça contient des éléments permis, on peut déplacer l'assiette, même avec les éléments interdits qu'elle contient. Donc ça, c'est ce qu'on a le droit de faire pendant Shabbat. Et bien pendant Yom Tov, on devra le faire même pour des choses qui sont mangeables par des animaux. Donc bon, la différence, elle n'est pas tellement significative, mais il faut savoir que pour Yom Tov, on est plus strict pour Moukhtse que pour Shabbat. Un des autres aspects pour lesquels on est plus strict pendant Yom Tov que pour Shabbat, c'est sur des aliments qui sont consacrés à la vente. Si maintenant je suis pâtissier à domicile et que je prépare des boîtes de macarons par exemple et que je les range au congélateur et je sais que ces boîtes de macarons là, je m'apprête à les vendre, j'ai pas le droit pendant Yom Tov de me dire finalement j'ai des invités, je vais prendre cette boîte de macarons et je vais la servir à mes invités, alors que c'était quelque chose qui était disposé à être vendu. C'est ce qu'on appelle moukhtse, ça a été éloigné, c'était pas pour un usage personnel, c'était pas pour un usage de consommation, c'était pas un usage de vente. Si pendant Shabbat, ça ne pose aucun problème, c'est-à-dire pendant Shabbat, j'ai mes 20 boîtes de macarons que je voulais vendre, et pendant Shabbat, je me dis, je vais quand même en prendre une pour mon dessert. Pendant Shabbat, j'ai le droit. Pendant Yom Tov, je n'ai pas le droit parce que c'est moukhtse, je l'ai éloigné de mon esprit. Donc voilà une situation où je me montre plus strict pendant Yom Tov que pendant Shabbat. Alors vous allez me dire, oui, peut-être que pendant Shabbat, pendant Yom Tov, on pourrait déplacer un aquarium ou des cages d'oiseaux, puisque pendant Yom Tov, j'ai le droit de déplacer du manger. Or, un poisson, j'ai le droit pendant Shabbat, même si maintenant il est cru, il est vivant, j'ai le droit pendant Shabbat de prendre ce poisson et de me le faire frire. Bon, pourquoi ne pas déplacer l'aquarium? L'oiseau qui est dans sa cage, j'aurai le droit pendant Yom Tov de lui faire la shrita, de l'égorger. Oui, c'est vrai qu'on égorgeait pendant Yom Tov, dans les petits villages, dans les petites villes d'Afrique du Nord, on faisait ce qu'on appelle la shrita ta'of, on égorgeait les volailles pendant Yom Tov. Donc si j'ai un oiseau dans ma cage, j'aurai peut-être le droit de le déplacer pendant Yom Tov. Je ne vais pas me montrer strict pour Moukhtse, pour ces objets-là qui peuvent devenir des aliments. Alors, étant donné que j'ai pas l'intention de les manger normalement, ces poissons d'aquarium ou ces oiseaux qui sont dans les cages, on peut pas dire que ce sont des aliments, c'est pas destiné à être mangé, et par conséquent, ça reste moukhtse. Et c'est interdit de les déplacer pendant Yom Tov. Je tiens à préciser que si je parle d'oiseaux, je ne parle pas de perroquets ou de perruches. Les perroquets et les perruches sont complètement non cachères. Même si on leur fait la shrita, ce n'est pas cachère. Alors, un dernier point qui est très important, est-ce qu'on a le droit de se doucher pendant Yom Tov? Eh bien, d'après le Mechaber, d'après le Rav Yosef Karo, il est permis de se laver le corps avec de l'eau qui aurait chauffé la veille. D'accord? Donc, si j'ai un ballon à la maison, eh bien, pendant Yom Tov, je peux faire une douche et me laver la totalité du corps. Par contre, ce qu'interdit le Rav Yosef Karo, c'est de se doucher dans des bains publics. Parce que dans les bains publics, il y avait une interdiction qui était celle de ce qu'on appelle Gzerat Mechatzaot. Comme très souvent, les garçons de bain et les employés de bain faisaient chauffer l'eau, parfois en transgressant Shabbat et en transgressant Yom Tov, pour les clients, alors on avait interdit, les Chachamim avaient interdit complètement de prendre des bains pendant Shabbat et pendant Yom Tov. En revanche, dans un lieu privé, pendant Yom Tov, où c'est moins grave de faire chauffer de l'eau, on peut se doucher pendant Yom Tov. Alors, ça c'est la position du Mechaber. Donc, dans les communautés sfarades, on peut se doucher pendant Yom Tov, la totalité du corps, dans la mesure où l'eau est chaude depuis la veille
de Yom Tov. Pour le Rama, pour le Rav Moshe Isserles, l'interdiction de Gzerat Mechasot ne se cantonne pas qu'au bien public. Même se doucher dans un lieu privé, c'est interdit. Donc, on ne se douche pas la totalité du corps pendant Yom Tov. Cependant, le Mishnah Berurah rapporte que se laver membre par membre, ce qui laisse entendre, même si finalement on se lave tout le corps, c'est ce qu'il a l'air de dire le Mishnah Berurah, même si finalement on se lave tout le corps, serait permis. Alors dans le Biur Halacha, il émet beaucoup plus de réserve, il a l'air de dire qu'on ne pourrait se laver selon le Rama que de façon localisée, et pas la totalité du corps, même si on va petit à petit. Cependant, ceux qui voudraient se laver membre par membre la totalité du corps, même selon le Minhag Ashkenaz, auraient sur quoi s'appuyer. Pour un jeune enfant et pour un bébé, on peut se laver entièrement pendant Yom Tov, même avec de l'eau qui aurait chauffé, de façon permise bien sûr, pendant Yom Tov. Donc en résumé, les Sfaradim peuvent se doucher entièrement avec de l'eau chauffée la veille. Pour le Rama, c'est assour, c'est interdit, sauf membre par membre. Et selon le Mishnah Berurah, il faudrait même que ce soit uniquement de façon localisée. Et pour des enfants, c'est parfaitement permis de se doucher Yom Tov. Chag Sameach à tous.